Nous allons vous présenter ici, en fait, la suite des résultats préliminaires du deuxième temps de la recherche menée en partenariat avec la Fondation Jasmer-Roy Sophie Desmarais sur les parcours d'apprentissage et bien-être à l'école en contexte de pandémie. Donc, la présentation qui suit va elle aussi avoir un plan classique, là, tel que celle qui précédait, qui concernait les résultats du premier temps. Donc, juste pour un rappel, en fait, je veux juste dire que dans ce contexte-ci, cette étude-ci était financée par des stages mi-taxe financés par la Fondation Jasmer-Roy et Sophie Desmarais pour les deux étudiantes à la maîtrise. Donc, ça s'inscrit en marge des activités de la chaire, mais vraiment dans le même créneau d'études des interventions en classe et, dans ce cas-ci, du bien-être à l'école. Donc, en fait, la problématique du bien-être à l'école, pourquoi je m'en préoccupe un peu, c'est que, en fait, quand on tente d'améliorer le bien-être des élèves à l'école, ça agit également comme mesure de prévention du décrochage scolaire. C'est les mêmes mesures qui sont mises en place, qui sont efficaces, en fait, pour parvenir au bien-être en contexte d'apprentissage des élèves et pour prévenir leur décrochage scolaire. Ce qu'on vise à faire, c'est développer la compétence, l'appartenance et l'autonomie chez les élèves. Et quand les élèves sont satisfaits de leur interaction à l'école, bien, ils développent davantage de ressources personnelles, ce qui crée une grande adaptabilité et puis un engagement soutenu de leur part. En fait, le bien-être est une condition pour la réussite. Et puis, dans ce contexte-là, évidemment, puisque le bien-être favorise l'engagement et l'apprentissage, bien, on veut aussi regarder quelles sont les pratiques de soutien que les enseignants mettent en place pour soutenir le bien-être et l'apprentissage. C'est donc le lien entre les interactions en classe et le bien-être qui nous a mené à nous poser les questions suivantes. Donc, que change la COVID dans la nature des interactions en classe et qu'en est-il du bien-être à l'école, autant pour les jeunes que pour les adultes? À titre de rappel, nous avions un devis mixte en 2 temps, donc le temps 2 ici faisant référence à la rentrée scolaire à l'automne 2020. Nous avons réalisé des sondages auprès de parents, enseignants et élèves et nous avons également réalisé des entrevues qui nous ont permis de contextualiser puis de mieux comprendre certains des commentaires recueillis lors des sondages. Nous avons fait une analyse descriptive des données quantitatives et une analyse de contenu des entrevues et des commentaires au questionnaire. Donc, pour ce qui est des résultats, en ce qui concerne la relation enseignant-élève, plusieurs difficultés liées à l'absence de proximité ont été observées. Donc, le besoin de réconfort des élèves ne peut être comblé comme il l'était auparavant et beaucoup d'entre eux, en fait, expriment ce besoin de proximité-là. Donc, il y a plusieurs enseignants qui ont de la difficulté à respecter les mesures liées à la distanciation et ont l'impression aussi de rejeter les élèves quand ils leur demandent, par exemple, de s'éloigner pour respecter le 2 mètres prescrit. Aussi, n'ayant plus la possibilité d'utiliser la proximité physique, bien, les encouragements tels que des high five ou des mains sur l'épaule ont dû être modifiés. Et finalement, l'absence de proximité nuit à la création d'un lien significatif. Parfois, même les enseignants disent que la relation entre eux et l'élève est complètement disparue parce que certains élèves gardent la caméra fermée constamment, ne posent aucune question et n'ont aucune interaction, ce qui fait que le lien est complètement disparu. En réponse à cette distanciation physique, 72 des enseignants démontrent autant ou plus d'affection qu'avant. Toutefois, les moyens pour le faire ont changé puisque l'affection doit maintenant être verbalisée. Donc, les marques d'affection sont différentes. On utilise des bonjours personnalisés à l'écran, des félicitations, on envoie des courriels, on utilise l'humour, les mots doux, les sourires et les attentions. En ce qui a trait aux émotions et communications positives, selon les questionnaires, 94 des enseignants affirment rire et sourire autant ou plus qu'avant. Toutefois, quand on analyse les commentaires reçus, plusieurs affirmaient se sentir moins souriants, moins positifs, moins naturels en raison de l'écran ou du masque, la visière et des lunettes qui créaient une barrière. Ils affirmaient aussi avoir moins de facilité à lire et à reconnaître les émotions sur un visage masqué et disaient avoir moins envie de sourire car ils ressentaient plus de stress et d'anxiété. Afin de favoriser le lien entre enseignants et élèves et de pallier l'absence de proximité, beaucoup d'enseignants utilisent davantage les rétroactions, particulièrement celles dont la nature permet aux élèves de s'attribuer leur progrès. Par exemple, ici, un enseignant disait « J'utilise les rétroactions beaucoup plus qu'auparavant parce que je sens que mes élèves sont plus anxieux, qu'ils sont moins autonomes. »
Puisqu'ils voient moins mon visage, je verbalise davantage leur succès. Je leur démontre qu'ils sont les responsables de leur réussite afin d'accentuer leur autonomie et leur confiance. Donc, dans ce contexte, on constate que les enseignants ont vraiment le souci de développer l'autonomie des élèves davantage et qui les aident dans ce sens en augmentant le nombre de rétroactions. Pour ce qui est des interactions entre élèves, selon les sondages, la majorité affirme qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de changements quant aux interactions. Toutefois, encore une fois, quand on analyse les commentaires, on constate que ça semble être pour les élèves les plus sociables qui continuent d'avoir des interactions par le biais des réseaux sociaux. Mais pour certains des élèves les plus gênés, c'est plus difficile. Il semble que certains n'aient plus aucune interaction. En ce qui a trait aux interactions enseignants-élèves, étant donné que ce sont les élèves qui changent de locaux en raison du concept de bulle classe, ben, c'est vraiment difficile d'avoir des interactions. Certains disent les discussions de corridor, ça n'existe plus vraiment, puis c'est difficile aussi d'apporter de l'aide après le cours ou entre les cours, étant donné qu'ils doivent toujours courir au prochain local. Et finalement aussi, les enseignants témoignent que le manque d'interaction rend les élèves moins habiles dans leurs échanges. Donc, il y aurait plus de chicanes qu'auparavant. D'ailleurs, il y a un commentaire ici d'un enseignant qui témoigne de cette tension qui est ressentie par plusieurs, où est-ce qu'il dit « Tout le monde est à cran, on ressent l'augmentation de l'agressivité comme un paquet de braises, on jette une allumette dedans. Parfois, il ne se passe pas grand-chose et ça explose. Un rien peut les faire sauter. » Donc, pour ce qui est de la relation, ce qui ressort dans les réponses et commentaires des parents, c'est le manque de ressources, autant pour les enseignants que pour les élèves, ce qui donne une impression que les enseignants sont débordés. Pour ce qui est des élèves, c'est 98 des élèves du primaire qui se sentent aimés ou très amis de leurs enseignants et 76 des élèves du secondaire qui ont le sentiment que leurs enseignants sont là pour eux. Enfin, pour les enseignants, il ressort que la proximité physique, c'est un outil important pour créer un lien significatif, que ce soit pour la gestion de classe, les encouragements, la motivation, etc. Donc, c'est difficile de ne plus s'en servir. En ce qui concerne le niveau d'enthousiasme observé, 42 des enseignants sont beaucoup moins ou moins enthousiastes à l'idée d'enseigner. Certains affirment n'avoir aucune motivation pour l'enseignement à distance. Ils sont enthousiastes de voir les élèves, mais le reste du travail, vraiment, c'est un stress et ça génère beaucoup d'anxiété. Les mesures sanitaires et l'enseignement à distance sont les principaux freins à l'enthousiasme et les enseignants disent que la tâche est encore plus lourde, notamment à cause de la planification qu'ils doivent faire pour l'enseignement à distance. En ce qui a trait à l'engagement des élèves, selon les enseignants, c'est 47 des élèves sont moins disponibles pour les apprentissages, ce qui s'explique notamment par le fait que les élèves sont toujours assis en classe, il y a moins de déplacements, donc il y a plus d'énergie et les élèves sont moins concentrés. Toujours selon la perception des enseignants, c'est 51 des élèves feraient moins d'écoute active et d'observation, ce qu'ils expliquent en partie par l'enseignement à distance, puisque derrière l'écran, certains élèves, en fait, n'ouvrent pas la caméra, donc on ne sait pas s'ils sont vraiment à l'écoute. En lien avec le suivi des élèves, selon la perception des enseignants, 39 des enseignants jugent qu'ils n'apportent pas efficacement l'aide personnalisée aux élèves et 43 des enseignants jugent qu'ils n'arrivent pas à être efficaces pour assurer un suivi. De plus, 43 des enseignants estiment que les élèves les sollicitent plus qu'auparavant. Pour ce qui est de la perception des parents, 70 des parents du primaire et 59 des parents du secondaire perçoivent que leurs enfants obtiennent le soutien dont ils ont besoin. En lien avec le bien-être, la perception des parents par rapport à l'affirmation « Mon enfant semble heureux à l'idée d'aller à l'école », c'est 75 des parents du primaire et 58 des parents du secondaire qui ont répondu « souvent » ou « très souvent ». Pour l'affirmation « Mon enfant semble vivre des expériences positives à l'école », c'est 70 des parents du primaire et 48 des parents du secondaire qui ont répondu « souvent » ou « très souvent ». Et pour l'affirmation « Mon enfant semble stressé à l'idée d'être à l'école », c'est 60 des parents du primaire et 63 des parents du secondaire qui ont répondu « parfois, souvent ou très souvent ». S'il y a un message que l'on retient à travers les différents commentaires reçus et les entrevues réalisées, c'est que chaque jour en présentiel est un privilège. Donc, malgré les contraintes, la détresse, la fatigue ou le manque de motivation, les enseignants sont heureux de retrouver les élèves et il semble que les jeunes sont également heureux de se retrouver entre eux. Qu'en est-il du bien-être à l'école pour les enfants et les adultes? Sachant que le bien-être des enseignants a une influence déterminante sur le bien-être des élèves, les propos qui suivent, qui ont été recueillis à l'automne, sont porteurs de ce qui semble être la vision du bien-être de beaucoup d'enseignants à ce moment-là. Le style d'enseignement et les éléments de motivation ont été grandement modifiés, ce qui semble affecter le bien-être des enseignants qui se sentent souvent restreints, puis ce qui affecte par le fait même leur sentiment d'efficacité personnelle.
Pour ce qui est du bien-être des élèves, tel qu'on l'a mentionné précédemment, selon la perception des parents, ils semblaient être majoritairement heureux à l'école, malgré qu'ils ressentaient du stress en lien avec le contexte. Comment les enseignants soutiennent-ils tel le parcours d'apprentissage des élèves? Eh bien, les enseignants semblent avoir le désir de relever le défi qui leur est demandé. Quand on fait l'analyse des réponses au questionnaire, on voit qu'ils tentent toujours d'en faire plus afin d'assurer le bien-être et le suivi des élèves, autant en primaire qu'au secondaire. On constate qu'il y a plus de sourires et de rires malgré qu'il y a une grande baisse d'enthousiasme. Ils offrent plus de rétroaction et ce, malgré le grand manque de temps. Et ils semblent solliciter davantage les idées des élèves, se montrent plus disponibles et plus flexibles qu'à l'habitude. Toutefois, quand on fait l'analyse des commentaires, autant dans les sondages que dans les entrevues, on constate que les enseignants semblent vivre une plus grande détresse que ce que les résultats laissent paraître. En fait, on a reçu 1098 commentaires de type négatif pour 306 commentaires neutres et 496 commentaires positifs. Il reste 5 minutes. Merci. On constate donc des différences importantes entre le temps 1 mai-juin 2020 et la rentrée de classe à l'automne. En fait, la population est de plus en plus épuisée par le confinement. Il y a les masques qui sont obligatoires avec les visières, les lunettes pour le personnel et une grande partie des élèves aussi dans les lieux communs. Les groupes sont maintenant complets du préscolaire jusqu'en deuxième secondaire et c'est la fréquentation en mi-temps pour troisième, quatrième, cinquième secondaire avec l'alternance classe virtuelle, classe en présentiel. Dès qu'il y a un cas confirmé dans une classe, la classe doit basculer en ligne, ce qui fait que l'enseignant a un 24 heures souvent pour ajuster sa planification. Et finalement, les mesures sanitaires de plus en plus serrées à la suite des annonces successives. Donc, si on vient à discuter de ce qu'on voit, c'est que, comme je vous l'avais dit dans l'autre présentation, en fait, c'est que nos camps théoriques étaient faits d'a priori, notamment l'a priori que l'enseignant a déjà comblé ses propres besoins avant d'arriver en classe pour enseigner. Or, ça ne semble pas tout à fait être le cas en ce moment, notamment le besoin de sécurité, l'appartenance, l'estime de soi. Donc, les enseignants, en ce moment, ne semblent pas toujours être en mesure de bien combler leurs propres besoins. Puis aussi, toutes ces adaptations-là qu'ils ont dû faire et ainsi de suite, ça représente une menace pour leur sentiment de compétence et d'accomplissement. Donc, dans ce cas-ci, c'est comme s'il faut retourner à la base de la base de la base, qui est justement là, de combler les besoins comme nous le décrit Maslow. Donc, en conclusion, on peut rappeler que tant pour les enseignants que pour les élèves, chaque jour en présentiel est un privilège. Donc, les enseignants s'adaptent le mieux possible aux modifications qui sont annoncées, sachant que les inconnus dans l'équation de la pandémie varient et persistent, ce qui entraîne un certain essoufflement chez le personnel enseignant. Ce serait donc intéressant de réfléchir la suite en utilisant un cadre théorique de résilience pour identifier les mesures pour chaque milieu, puis mieux s'ajuster. Nous continuons donc l'étude pour documenter toutes les modulations de l'engagement et du bien-être en contexte d'apprentissage chez les élèves québécois. Un rappel des limites qui sont les mêmes pour que le temps 1. En fait, nous avions des répondants qui étaient volontaires, que nous avons joints par courriel. Nous n'avions aucune donnée sur la couleur de la zone des répondants puisque ce n'était pas un concept qui existait au départ quand nous avons débuté l'étude. Et finalement, il y a une évolution dans le temps qui est très rapide. En terminant, nous décidérons remercier la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais pour le financement de ce projet.